Il y a une question qui torture ceux qui sont sortis d'une relation avec quelqu'un qui opère depuis l'ombre sans l'intégrer. La question n'est pas « Pourquoi est-il parti ?» La question est « Pourquoi m'a-t-il remplacé si vite ?» Comme si tu avais été un meuble, un accessoire, un numéro de plus sur une liste interminable. Et cette question fait mal d'une façon particulière, parce qu'elle ne remet pas seulement en cause le lien, elle remet en cause ta singularité. Elle te fait penser que tu n'étais peut-être pas si spécial, que n'importe qui pouvait prendre ta place. C'est ça qui fait le plus mal. Pas la trahison, la sensation d'avoir été fongible. Mais aujourd'hui, je veux te montrer quelque chose que Carl Jung a découvert en observant exactement ce phénomène. Quelque chose qui change complètement la question que tu es en train de te poser. Il existe un type de personnalité rare, très rare, que le narcissique ne peut pas remplacer. Pas parce qu'il ne le veut pas, parce qu'il ne peut pas, parce que son mécanisme psychique, sa façon d'opérer, ne fonctionne tout simplement pas avec ce type de personne. Et quand il la rencontre, le système se brise, le miroir se fissure, et alors, il doit fuir. Mais ne va pas trop vite, on y va étape par étape. D'abord, j'ai besoin que tu comprennes comment fonctionne la logique du remplacement chez quelqu'un dont la psyché est dominée par la projection de l'ombre. Jung a décrit ce phénomène avec une précision qui dérange encore. Celui qui opère depuis ce schéma ne voit pas les personnes dans leur totalité. Il voit des fonctions, il voit des récipients, il voit des surfaces où déposer ce qu'il ne peut pas contenir en lui-même. Qu'est-ce que ça signifie concrètement ? Imagine que tu portes en toi un vide. Un vide que tu ne sais pas comment remplir parce que tu n'as jamais appris à le faire. Tu ne peux pas ressentir ta propre valeur par toi-même parce que cette valeur a toujours eu besoin d'un témoin extérieur. Alors tu cherches quelqu'un qui te la renvoie. Et quand ce miroir se fatigue ou te renvoie une image qui ne te plaît pas, tu le changes. C'est la logique. Ce n'est pas toi en tant que personne. C'est la fonction que tu remplissais. Et c'est pour ça que le remplacement peut être si rapide, si froid, si déconcertant, douloureux à entendre, mais profondément libérateur. Parce que ça signifie que ta valeur n'a jamais été en jeu. Ce qui était en jeu, c'était son besoin. Et ici, avant de continuer, je veux faire une pause. Parce que ce que je vais dire maintenant n'est pas seulement de l'analyse, c'est quelque chose de concret. Helena Blavatsky est arrivée au même point que Jung, depuis une direction différente. Elle disait que toute blessure qui ne s'intègre pas devient un vide que l'âme tente de remplir depuis l'extérieur. Et que le retour à soi-même, le vrai retour, ne vient pas de comprendre le mécanisme de l'autre. Il vient de restaurer la connexion avec sa propre fréquence intérieure, avec ce qu'on est quand personne ne nous regarde ni nous évalue. La méthode AVE est née exactement de cette compréhension. 7 minutes par jour. 3 piliers. Alignement pour restaurer la connexion entre ce que le corps ressent et ce que l'âme reconnaît comme vrai. Vibration pour dissoudre les schémas de dépendance émotionnelle qui se sont installés dans des relations où tu as été utilisé comme miroir. Et essence pour te souvenir de qui tu étais avant que quelqu'un te transforme en fonction. Ce n'est pas de l'illumination. C'est un retour. Pour quelqu'un qui est sorti d'une dynamique où il a été traité comme remplaçable, c'est le premier pas réel vers savoir, dans le corps, et pas seulement dans la tête, qu'il ne l'est pas. Je laisse ça là. Et je continue. Quel type de personne brise le mécanisme du remplacement ? Quelle est cette personnalité rare qui ne peut pas être substituée ? Jung l'appelait l'individu individualisé. Mais ce terme sonne comme de l'académie. Laisse-moi te dire à quoi ça ressemble dans la vie réelle, au quotidien, dans les petites décisions que personne d'autre ne remarque. C'est la personne qui a affronté sa propre ombre. Pas qu'elle l'ait éliminée, parce que c'est impossible, mais qui a appris à la reconnaître, à la nommer, à ne pas agir depuis elle sans conscience. C'est quelqu'un qui n'a plus besoin d'un miroir extérieur pour savoir qui il est. Parce qu'il a construit un centre intérieur, un Selbst, qui ne dépend pas du regard de l'autre pour rester stable.
Et voilà ce que personne ne te dit avec cette clarté. Ce type de personne est, pour celui qui opère avec la logique du remplacement, complètement inutile. Pas parce qu'elle n'a pas de valeur, parce qu'elle en a trop, parce qu'elle ne peut pas être utilisée comme récipient. Pense à ça. Celui qui opère depuis la projection de l'ombre a besoin que tu réagisses. Il a besoin de ton admiration, de ta colère, de tes larmes, de ta tentative désespérée de raisonner. N'importe quelle réaction lui sert de carburant. Même ton silence, si c'est un silence chargé de tension et d'attente, lui sert. Parce que tout ça lui dit que tu es encore dans le jeu, que tu es encore une surface où ses projections atterrissent. Mais il y a un type de réponse qui ne lui sert pas, une réponse qui le laisse sans matière première. C'est la neutralité, pas l'indifférence feinte, pas l'orgueil blessé que tu fais semblant de ne pas avoir, pas la froideur calculée. C'est un calme réel, profond, qui vient de savoir que ce qu'il pense de toi ne définit pas qui tu es. Jung décrivait cet état comme le retrait de la projection. Quand tu arrêtes de projeter sur lui ton besoin d'approbation, ta peur de l'abandon, ton désir d'être sauvé, ou enfin vu, il perd son pouvoir sur toi. Pas parce que tu l'as vaincu dans un combat de volonté, parce que tu ne joues plus simplement. Et le jeu ne peut pas continuer si l'un des joueurs s'assoit et ferme les yeux. Le narcissique ne sait pas quoi faire avec quelqu'un qui ne joue pas. Son manuel complet de stratégie dépend de ta réaction. Si tu te mets en colère, il peut se victimiser. Si tu pleures, il peut t'accuser d'être trop émotionnel. Si tu pars avec drame, il peut te poursuivre pour avoir le dernier mot. Mais si toi tu arrêtes simplement de répondre émotionnellement, si ton centre reste stable sans effort visible, s'il n'y a pas de fissure par où faire passer l'hameçon, il se retrouve sans mouvement possible. C'est ça qu'il ne peut pas remplacer. Il peut trouver quelqu'un qui l'admire. Il peut trouver quelqu'un qui se met en colère de la bonne façon. Il peut trouver quelqu'un qui pleure et supplie et revient. Ces fonctions sont faciles à remplir. N'importe quelle personne qui n'a pas encore affronté sa propre ombre peut occuper cette place, parce qu'elle a les fissures nécessaires pour que l'hameçon entre. Mais trouver quelqu'un qui a déjà fait le travail d'intégrer sa propre obscurité, quelqu'un qui n'a plus besoin de la validation externe pour se sentir entier, quelqu'un qui peut regarder le manipulateur sans haine, ni peur, ni besoin qu'il change. C'est rare, très rare. Et quand le narcissique rencontre cette personne, quelque chose en lui se désoriente. Parce que ses armes ne fonctionnent pas. Son chantage émotionnel ne trouve pas de fissure. Sa victimisation ne génère pas de culpabilité. Son idéalisation ne produit pas de dépendance. Et alors il fait la seule chose qu'il peut faire. Il part. Et en partant, il te traite de froid, d'insensible, de narcissique toi-même. Il t'accuse de ne pas ressentir. Parce qu'il ne comprend pas que ton calme n'est pas une absence de sentiment. C'est une présence de souveraineté. Jung a observé quelque chose chez ses patients qui me semble fondamental à comprendre. Quand une personne atteint ce niveau d'intégration, quand elle ne dépend plus du miroir extérieur pour savoir qui elle est, les autres, surtout ceux qui ont besoin de contrôler et de posséder, commencent à se sentir mal à l'aise. Pas parce que tu as fait quelque chose de mal, parce que ta seule présence leur montre ce qu'ils n'ont pas. Un centre propre qui ne tremble pas au vent de l'opinion d'autrui. Et cet inconfort, ils le paient avec des étiquettes. Ils t'appellent arrogant. Ils t'appellent distant. Ils disent que tu es difficile à aimer. Mais ce n'est rien de tout ça. C'est simplement que tu as arrêté de saigner en public. Tu as appris à fermer tes blessures sans avoir besoin que quelqu'un les voie, ni les valide, ni les pleure avec toi. Maintenant, je veux que tu écoutes ce qui vient avec beaucoup d'attention. Parce que c'est la partie qui fait le plus mal, et aussi celle qui libère le plus. Le narcissique ne t'a pas remplacé parce que tu étais interchangeable. Il t'a remplacé parce qu'il ne peut pas distinguer entre une personne et une fonction. Sa psyché n'a pas la catégorie « personne unique et irremplaçable ». Elle n'a que « source d'approvisionnement active » ou « source d'approvisionnement épuisée ». Et quand une source s'épuise ou devient imprévisible,
ou commence à montrer ses propres besoins qu'il ne peut pas satisfaire, il en cherche une autre. Mais tu n'es pas une source. Tu ne l'as jamais été. Tu es un être humain qui a souffert, qui a appris, qui a dû se reconstruire depuis les fondations. Et ça, précisément ça, c'est ce qui te rend irremplaçable. Pas pour lui, qui n'a jamais pu voir ce que tu étais. Pour toi, et pour celui qui a vraiment des yeux pour voir. Jung avait une phrase qui résonne particulièrement dans ce contexte. Ce que tu nies te soumet. Ce que tu acceptes te transforme. Tu as accepté ton ombre. Tu as accepté que tu as toi aussi de l'obscurité, de la colère, de la peur, et aussi la capacité de tolérer l'intolérable plus longtemps que tu n'aurais dû. Et en l'acceptant, en la regardant en face, tu l'as laissé cesser de te gouverner depuis les ténèbres. C'est le travail que la plupart ne font pas. C'est pour ça que tu es rare. C'est pour ça que tu ne peux pas être remplacé. Maintenant, je veux t'emmener dans une couche plus profonde, parce que tu te poses peut-être une question très concrète. Comment on en arrive là? Comment on construit ce centre intérieur que le narcissique ne peut ni violer, ni instrumentaliser? Jung a découvert que cette personnalité rare ne naît pas du confort. Elle se fait paradoxalement à travers la douleur. Pas n'importe quelle douleur. La douleur spécifique d'avoir été démantelé par quelqu'un qui avait promis de prendre soin de toi. La douleur d'avoir donné le meilleur de toi et de recevoir des miettes, de la confusion et de la culpabilité en retour. La douleur d'avoir vu le visage de l'ombre de l'autre sans aucune protection, sans mode d'emploi, sans que personne t'ait prévenu que ça pouvait exister. La plupart des gens, après cette douleur, se durcissent. Ils deviennent cyniques. Ils construisent des murs. Ils disent « je ne ferai plus jamais confiance ». Et ils le disent avec une conviction qui ressemble à une résolution, mais qui est en réalité de la peur cristallisée. Et cette réponse est valide, compréhensible, humaine. Mais ce n'est pas celle qui produit la personnalité irremplaçable. La personnalité irremplaçable est celle qui, après avoir été brisée, ne se durcit pas. Elle devient flexible. Elle ne perd pas la capacité de ressentir. Au contraire, elle apprend à ressentir avec plus de précision et de profondeur. Mais elle ne laisse plus ce ressenti la capturer. Elle a appris à observer ses propres émotions comme on observe la météo, avec attention, sans s'identifier complètement à la tempête. Jung appelait ça la fonction transcendante. C'est la capacité, qui n'est pas naturelle mais cultivée, de tenir deux opposés en même temps, sans que l'un détruise l'autre. La douleur et la paix coexistant. La colère et la compassion habitant le même espace. La peur et le courage marchant ensemble sans que l'un annule l'autre. Et cette capacité ne se développe que dans la forge de l'expérience limite. Elle ne peut pas s'apprendre dans un livre. Elle s'apprend dans le corps, dans les nuits sans sommeil, dans les conversations que tu as répétées 1000 fois dans ta tête, en cherchant le moment exact où tout a basculé. Pense à ça. Une corde qui n'a jamais été tendue est faible. Elle casse avec n'importe quel poids inattendu. Une corde qui a été tendue jusqu'à la limite, qui a senti qu'elle allait se rompre et ne s'est pas rompue, cette corde est plus solide. Pas parce que son matériau a changé, parce qu'elle connaît sa propre limite. Elle sait exactement combien elle peut porter sans se briser. Et cette connaissance ne peut pas être falsifiée. Toi qui as été tendu jusqu'à la limite par une relation où celui qui devait te soutenir était le premier à tirer, tu as développé quelque chose qu'il n'aura jamais, une conscience réelle de ta propre limite. Conscience de ta valeur. Conscience que tout le monde ne mérite pas le niveau d'engagement dont tu es capable. Et cette conscience est invisible de l'extérieur. Elle ne se voit pas sur une photo. Elle ne se mesure pas en abonnés. Elle ne se négocie pas dans une dispute. Mais elle se sent. Les gens qui ont fait ce travail irradient quelque chose qui ne peut pas être falsifié. Un calme qui n'est pas de l'indifférence. Une présence qui n'envahit pas. Une sécurité qui n'a pas besoin de s'annoncer parce qu'elle est simplement là. Et le narcissique,
qui est un expert pour détecter les vulnérabilités, parce que sa survie émotionnelle en dépend, détecte aussi ça. Il le détecte vite. Et ce qu'il détecte, c'est qu'il n'y a pas de vulnérabilité à exploiter. Pas de fissure par où faire passer l'hameçon. Pas de besoin qu'il puisse utiliser comme levier. Pas de peur de l'abandon qu'il puisse instrumentaliser. Et alors il se retire. Pas parce que tu as gagné une bataille, parce qu'il ne peut pas mener une guerre où l'ennemi ne se présente pas sur le champ de bataille. Voici une autre couche que presque personne ne te raconte. Et il est important que tu l'écoutes en entier. Le narcissique, même s'il t'a remplacé, même s'il a effacé ton nom de son récit public, même s'il agit comme si tu n'avais jamais existé, ne t'oublie pas. Pas parce qu'il te regrette d'une façon que tu reconnaîtrais comme du regret, parce que tu représentes quelque chose qu'aucun remplaçant ne peut lui offrir. Le miroir qui a refusé de lui renvoyer l'image qu'il voulait voir. La plupart des gens qui passent par sa vie lui renvoient l'image dont il a besoin. Ils l'admirent de la bonne façon. Ils le craignent de la bonne façon. Ils en ont besoin de la bonne façon. Mais toi, tu as arrêté de le faire. À un moment, tu as arrêté de lui refléter la grandeur qu'il avait besoin de voir. Et cette expérience, pour quelqu'un qui construit toute son identité dans le regard des autres, est inoubliable. Pas parce que tu lui importes en tant que personne, parce que tu lui as montré une limite. Et les limites, pour celui qui n'a jamais développé les siennes, sont perturbantes d'une façon qu'il ne peut pas articuler. C'est pour ça que, même si le temps passe, même s'il y a de nouveaux partenaires, de nouveaux amis, de nouvelles dynamiques, tu vas toujours occuper une place spécifique dans sa psyché, la place de celui qui est parti sans demander la permission. Celui qui n'est pas revenu malgré toutes les tentatives de réengagement. Celui qui l'a vu clairement et ne s'est pas effondré. Il ne te le dira pas. Il ne l'admettra jamais. Mais c'est là, et cette place, paradoxalement, est celle qui le dérange le plus. Parce que chaque fois que son esprit revient à toi, il trouve quelque chose qu'il ne peut pas résoudre. La preuve qu'il existe une façon d'être qu'il ne peut ni posséder, ni imiter, ni substituer. Après tout ça, vient la question qui compte vraiment. Pas la question sur lui, la question sur toi. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais avec cette conscience d'être irremplaçable? Comment on vit depuis cet endroit? Jung disait que le deuxième acte de la vie, celui qui vient après la crise qui t'oblige à te regarder en face, n'est pas de trouver quelqu'un qui complète ce qu'il te manque. C'est d'intégrer ce que tu as appris dans ta propre solitude. C'est de construire depuis ton centre, pas depuis ta blessure. C'est d'arrêter de te définir par ce qu'on t'a fait et de commencer à te définir par ce que tu as choisi d'en faire. Et ça signifie quelque chose de très concret. Tu n'as pas besoin qu'il regrette. Tu n'as pas besoin qu'il revienne pour pouvoir clore quelque chose. Tu n'as pas besoin que le remplaçant échoue pour sentir que tu avais de la valeur. Tu n'as pas besoin que le monde reconnaisse ton processus, parce que tu l'as déjà reconnu. Et cette reconnaissance propre, quand elle est réelle et pas seulement intellectuelle, ne dépend d'aucun témoin extérieur pour se maintenir. La personnalité rare que le narcissique ne peut pas remplacer ne passe pas sa vie à regarder par-dessus son épaule pour voir comment s'en sort le remplaçant. Elle n'attend pas le moment de vengeance symbolique. Elle ne désire pas que l'autre souffre, parce que tout ça serait resté attaché à lui par le fil du ressentiment. Et le ressentiment, même déguisé en justice, est une chaîne aussi lourde que n'importe quelle autre. Ce que tu fais, depuis ton centre restauré, c'est simplement vivre. D'une façon que tu ne pouvais pas avant. Avec une liberté que tu croyais réservée aux autres. Avec une paix que tu confondais avant avec la résignation, mais qui est en réalité quelque chose de complètement différent. Et cette paix n'est pas spectaculaire. Elle n'arrive pas avec une musique de fond, ni avec un moment de révélation cinématographique. Elle est silencieuse. Elle est quotidienne. C'est pouvoir dormir sans tout repasser dans la tête. C'est pouvoir rire sans que le rire génère de la culpabilité. C'est pouvoir être seul un dimanche sans se sentir abandonné par l'univers. C'est pouvoir être avec quelqu'un, vraiment avec quelqu'un,
sans se perdre soi-même dans le processus. Pour finir, je veux te laisser avec l'idée que Jung considérait comme la plus importante de toutes celles qu'il a explorées. Il a dit « La rencontre avec soi-même est la rencontre avec l'ombre. Et cette rencontre n'est pas agréable, mais c'est le seul chemin vers la totalité. Tu as rencontré ton ombre, pas dans une théorie, pas dans un livre, dans la chair vive d'une relation qui t'a emmené jusqu'à la limite et qui t'a obligé à voir des choses de toi-même que tu aurais préféré ne pas voir. Tu as vu ta capacité à endurer plus que tu n'aurais dû. Tu as vu ta capacité à pardonner l'impardonnable encore et encore. Tu as vu ta tendance à minimiser ce que tu ressentais pour ne pas créer de conflit. Et à un moment, tu as vu quelque chose de plus. Ta capacité à dire « plus jamais ». Ce « plus jamais » est la ligne qui sépare celui qui survit de celui qui s'intègre. Ce n'est pas que ça ne fait plus mal, c'est que la douleur n'est plus au volant. Ce n'est pas que tu ne te souviens plus, c'est que les souvenirs ne pèsent plus de la même façon. Ce n'est pas que tu ne peux plus aimer, c'est que maintenant, tu peux aimer depuis le choix, pas depuis la peur de la perte. Et ça, toi qui m'écoutes maintenant, c'est exactement ce que personne ne peut remplacer. Pas parce que tu es difficile à trouver comme si c'était un problème de rareté, parce que tu es impossible à copier, parce que ce qui fait de toi qui tu es, ce n'est pas ton apparence, ni ton intelligence, ni tes compétences. C'est le chemin spécifique que tu as parcouru pour arriver jusqu'ici. Et ce chemin est le tien, seulement le tien. Il ne se transfère pas, il ne s'imite pas, il ne se substitue pas. Maintenant, avant de terminer, je veux te demander quelque chose. Pas un commentaire. 1 minute. 1 minute de silence où tu te demandes « Quelle partie de moi attend encore qu'il me valide ? Quelle partie de moi veut encore être vue par quelqu'un qui n'a pas les yeux pour voir ? » Tu n'as pas à répondre ici. Mais si ça te vient, écris en dessous un seul mot. Irremplaçable. Pas pour moi, pour toi. Pour que ta propre voix nomme ce que tu es, même une seule fois, à voix basse, sans que personne d'autre ne l'entende. Et si tu veux continuer à descendre dans cette carte, si tu veux comprendre comment construire ce centre intérieur qui te rend impossible à substituer, comment guérir les fissures qu'il a laissées sans devenir quelqu'un qui ne peut plus s'ouvrir, comment apprendre à aimer sans te perdre dans le processus, alors reste. Abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait, parce que ce qui vient n'est pas plus de théorie. Et en parlant d'outils concrets pour ce processus, si pendant que tu écoutais tout ça, quelque chose en toi s'est déplacé, si tu as reconnu ce chemin vers le centre propre, non pas comme une abstraction, mais comme quelque chose dont tu as besoin dans le corps et dans le quotidien, alors je veux que tu découvres la méthode AVE de Helena Blavatsky. 7 minutes par jour. Alignement pour restaurer la connexion que les relations d'utilisation et de manipulation interrompent. Vibration pour transformer les schémas de besoins externes qui se sont installés bien avant qu'ils n'apparaissent. Essence pour te souvenir de qui tu étais avant que quelqu'un te transforme en fonction et non en personne. Ce n'est pas de l'auto-aide générique. C'est le chemin de retour au centre que Jung décrivait et que Blavatsky a converti en pratique réelle, concrète, de 7 minutes. Tu le trouves dans le lien ci-dessous. Le code est à toi.